Voilà, bonjour à tous. On va démarrer ce webinaire. Merci de votre participation. Donc, vous êtes nombreux à participer à ce webinaire qu'on a intitulé Pentao, actualité et révolution. Donc, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Petit rappel, donc, dans l'interface du webinaire, vous allez trouver un module de questions. Vous allez pouvoir donc le plier et le déplier sur le bandeau droit de votre écran. N'hésitez pas à poser des questions tout au long du webinaire et on les regardera ensemble. J'essaierai d'y répondre à la fin du webinaire. On va se réserver une dizaine de minutes. Si jamais vous avez un souci technique, n'hésitez pas aussi à poser vos questions. Alors, aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est trois choses différentes. C'était tout simplement pour vous tenir informé des évolutions sur la plateforme Pentao. On va d'abord parler de Saiku 4, une nouvelle version de Saiku. Donc, on va parler aussi de Pentao 9, qui est annoncé pour le début de l'année prochaine. Et enfin, on va parler de Kettle, donc de Pentao Data Integration. Alors, tout d'abord, Saiku 4. Voilà, c'est une évolution, une nouvelle version dont on avait déjà parlé pour ceux qui étaient au Pentao Day en juin dernier. Donc, une nouvelle version arrive. Donc, l'idée, c'était de vous en parler et de vous faire déjà nos retours d'expérience sur les premiers tests qu'on a pu faire sur cette version. Donc, juste quelques rappels pour ceux qui connaissent pas très bien Saiku. Je pense que c'est pas le cas de la majorité d'entre vous, mais je vais le faire quand même. Saiku, c'est un client web OLAP qui s'appuie sur le serveur OLAP Mondrian. C'est un projet qui est né en 2009 en Grande-Bretagne et qui a été créé par Tom Barber et Paul Stolberger. Donc Tom Barber est toujours le lead tech, on va dire, de Saiku. Et Saiku est développé et maintenu par sa société qui s'appelle Meteorite BI. Donc actuellement, Saiku est en version 3. On a de nombreux clients qui utilisent cette solution OLAP dans le serveur Pentao. Il faut savoir que Saiku 3 est disponible sous la forme d'une application web autonome, standalone, mais aussi sous la forme d'un plugin serveur Pentao. Et les plugins sont compatibles en Pentao 6, 7 et 8. Il existe deux versions de Saiku, la version Community, donc c'est celle qui est utilisée dans le serveur, dans le plugin Pentao, et une version Enterprise. Alors pour faire simple, Saiku c'est un requêteur de type tableau croisé dynamique Excel. En fait, vous allez placer des objets, des dimensions en fait, hein, ou des attributs dimensionnels en ligne et en colonne. Et le résultat des croisements, ce sera la consolidation de vos données. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas bien l'outil, actuellement, la version 3, elle se présente de la façon suivante. Un panneau latéral à gauche qui va vous permettre de choisir vos mesures et vos dimensions sur vos différents cubes Mondrian. Et dans le canevas de travail, vous allez avoir une grille, un tableau de données qui va se remettre à jour au fur et à mesure que vous allez placer des éléments en colonne, en ligne, et aussi placer des filtres. Voilà. Vous avez aussi la possibilité d'avoir un moteur de graphique qui repose sur D3JS. J'ai laissé le lien, il y a un site web qui vous permettra éventuellement de tester cette version 3 si vous ne la connaissez pas. Alors, ça, le coup 4. Saiku 4, c'est une énorme refonte technologique. Là, tout a été refait de zéro. Le back-end a été réécrit en Python, alors il y a du Java également dedans, et le front, donc la partie visu, web, a été développé avec un framework qui s'appelle React.js. Donc l'interface a été complètement refaite, refondue. L'ergonomie également a été repensée. Donc je vais vous faire une démonstration après. Et surtout, alors là, on est encore un petit peu en attente, mais il y aurait la possibilité de créer dans cette version de Saiku des tableaux de bord et des rapports ad hoc. Donc, on ne sait pas encore vraiment ce qu'il va y avoir dans la version communautaire. A priori, les rapports ad hoc y seront, puisque c'était une levée de fonds qui a eu lieu il y a 7-8 ans par Tom Barber, et le projet a mis beaucoup de temps, donc je pense que ce sera dans la version libre. Les dashboards, je ne sais pas encore, puisque la fonction n'est pas encore opérationnelle. On espère que ça le sera. React.js, le framework qui va nous amener le front-end,
est responsive design. Donc, contrairement à Saiku 3 qui n'était pas en mode responsive, donc en mode adaptatif, Saiku 4 est responsive. Voilà les grosses évolutions sur Saiku. Ce qu'on constate pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas de fonctionnalité révolutionnaire côté OLAP. Et qu'il n'y a pas non plus possibilité d'avoir un plugin Pentao. En tout cas, pour l'instant, un tweet récemment diffusé par Saiku Analytics, que je vous invite à suivre sur Twitter, indique que pour ceux qui le souhaitent ou qui l'espèrent, même si pour l'instant il n'y a pas une architecture de plugin planifiée pour Saiku 4 en raison de contraintes d'architecture, je fais simple, si la demande est suffisante, il se pourrait que ce soit mis en œuvre en 2020. Voilà, donc la porte n'est pas fermée par Meteorite BI. Peut-être que l'année prochaine, il y aura un plugin Pentao en version Saiku 4. Mais avant tout ça, voyons voir quand même ce qu'il y a dans Saiku 4, dans la version qui est actuellement en version bêta. Alors, si vous souhaitez tester Saiku 4, c'est possible. Vous avez la possibilité de tester Saiku 4 sur votre machine via une image Docker. C'est assez simple, il suffit d'installer Docker sur votre poste, alors soit un Docker Windows, soit un Docker Linux, de prendre la ligne de commande qui vous est indiquée ici, et vous pouvez lancer dans une fenêtre de commande, alors Windows ou un shell Linux, la commande Docker qui va s'occuper de récupérer l'image et de lancer le serveur sur votre machine. Donc c'est ce que j'ai fait juste pour vous montrer. En local, il suffira de taper localhost 2.80 l'URL d'accès à Saiku. Vous arriverez sur une page d'authentification. Alors c'est admin, le password, vous allez pouvoir vous loguer en tant qu'administrateur. Vous allez pouvoir découvrir la nouvelle interface. Comme dans la version 3, vous avez une page d'accueil, on va dire, et vous allez pouvoir accéder aux différents modules de Saiku, donc le requêteur OLAP, ou le requêteur dashboard qui pour l'instant n'est pas opérationnel, et à terme le requêteur de report également. Alors, le problème de cette version Docker, là, ce qu'on a constaté, c'est que par exemple la console d'admin n'est pas du tout opérationnelle. Donc nous, ce qu'on souhaitait, c'était vraiment pousser le test avec une vraie source de données, une source de données qu'on connaît. Donc on s'est monté un Saiku en interne, et c'est sur cette version-là que je vais vous montrer des exemples. Malgré tout, l'image Docker embarque un schéma qui s'appelle le schéma Foodmart, qui est la base de données d'exemple de Microsoft, et vous allez pouvoir tester plusieurs cubes dans cette base de données, et ça va plutôt bien fonctionner. Donc vous allez pouvoir vous-même, si vous voulez quand même jouer avec l'outil, manipuler des dimensions qui vous seront proposées dans ce cube Foodmart, et lancer des requêtes, puisque la base de données est embarquée dans l'image. Voilà, c'est en train de calculer des sommes de vente par produit, en espérant que ça marche. Oui, ça a l'air de fonctionner. Vous voyez, j'arrive à obtenir des données dans cette interface. Alors, on va faire une petite démo sur des données qui nous sont propres, que vous connaissez peut-être pour certains d'entre nous, parce que je m'en étais servi pour un webinar il y a quelques mois, enfin quelques années plutôt. Les données que je vous propose de visualiser, ce sont des données sur la base annuelle des accidents de la route, donc c'est de l'open data, elles sont assez simples à manipuler et assez simples à comprendre surtout. Alors tout d'abord, je vais vous présenter un petit peu l'interface. Donc on a une page d'accueil, on a un menu latéral gauche, on va pouvoir créer nos requêtes, Saiku, dashboard ou report, et surtout avant toute chose, on va pouvoir, et là cette console d'admin fonctionne sur notre serveur, on va pouvoir gérer nos utilisateurs, on va pouvoir gérer nos sources de données, on va pouvoir gérer aussi les licences. Bien sûr, tout comme Saiku 3, Saiku 4 arrive avec des licences communautaires et des licences enterprise. Alors, l'interface de Saiku 4 va permettre de créer des utilisateurs pour pouvoir leur donner accès via l'interface standalone. Donc là, je pourrais rajouter un utilisateur Toto et une adresse qui lui va bien. Les mots de passe, là, il n'y a pas de synchronisation pour l'instant avec un annuaire ou quoi que ce soit, donc on les met en dur et on pourra définir des rôles pour cet utilisateur. Soit il est admin, soit il est utilisateur normal. On peut ajouter l'utilisateur et il va arriver
dans la liste ici. Alors, ce qui est le plus important quand même, c'est toute la gestion des sources de données qui est divisée en deux. Hein. C'est rien de nouveau sous le soleil, puisque derrière technologiquement, on repose sur la méthodologie Mondrian. La première chose que vous allez faire, bah, c'est importer vos schémas Mondrian, vos schémas XML. Avec cette entrée-là, vous allez pouvoir récupérer des schémas. Alors, vous pouvez leur redonner un nom, hein, schéma test, et aller parcourir sur le serveur, enfin sur votre machine, pardon, euh, votre schéma XML. Alors, je ne vais pas le faire, ils sont déjà créés. Et c'est ensuite, une fois que vous avez importé vos schémas XML, comme vous le feriez d'ailleurs dans la console Pentao, hein, vous allez définir des sources de données. Donc, c'est ces sources de données que vous allez pouvoir voir dans l'interface de Mondrian. Donc là, on en a défini deux. Celle qu'on va utiliser, c'est la source de données BAC, base annuelle des accidents de la circulation. Alors, je vais vous la montrer en mode édition. Rien de nouveau, hein, un nom de source de données, un type de connexion, donc Mondrian ou XMLA, parce que Saiku pourrait interroger via ce protocole d'autres moteurs OLAP, bah, celui de Microsoft par exemple, celui des SAP. Et après, vous allez indiquer, quand on est en mode Mondrian natif, l'URL de connexion à votre base de données, là, qui est sur le serveur local, le JDBC driver, donc quel est le type de base de données, et le schéma que vous allez mapper sur cette base. Donc là, on va prendre le schéma accident. Et vous allez sauvegarder l'ensemble. Voilà. Donc ce menu admin fonctionne plutôt pas mal. Je crois, de mémoire, on a fait quelques petites corrections dans le code source pour pas être embêté avec notre source de données. On est encore en version bêta, c'est normal, mais une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir créer une requête OLAP. Et là, vous allez découvrir la nouvelle interface de Saiku 4, qui a été complètement refondue. Alors, comment ça fonctionne? Vous voyez que vous n'avez plus jamais vous ne verrez un panneau latéral gauche avec les mesures et les dimensions. Tout va se jouer avec un query designer. Donc, avant de faire une requête, il faut définir un cube. Les cubes, vous pouvez indiquer ceux que vous souhaitez utiliser dans l'interface en haut à gauche avec le petit menu cube. Donc là, j'ai deux schémas avec un cube chacun. Je vais prendre un des schémas, je vais prendre le schéma back et le cube back. Il n'y en a qu'un cube. Je clique sur OK. Et maintenant, en bas, il est indiqué le cube que je vais pouvoir utiliser. Donc le schéma et le cube. Je vais cliquer sur Query Designer et c'est là la vraie grosse évolution. À chaque fois que vous ferez une requête dans Saiku 4, vous allez avoir cette pop-up en gros qui va s'ouvrir, qui va vous permettre, elle est assez similaire à Excel hein, pour ceux qui connaissent, sauf que les carrés ne sont pas placés au même endroit quand vous faites du tableau croisé dynamique. Les filtres, ils sont en bas, je crois, de mémoire, ou à droite, à gauche, pardon. Vous allez pouvoir choisir dans cette interface vos dimensions, vos mesures. Vous allez pouvoir, par drag and drop, indiquer quelles mesures vous voulez analyser, quelle dimension vous voulez visualiser. Donc là, si par exemple on voudrait visualiser le nombre de morts, de blessés hospitalisés, de blessés légers par année, il me suffit de faire cette configuration suivante et de cliquer sur le bouton Run. Et là, automatiquement, vous voyez, bah, l'outil bah, fait ce que fait Saiku 3. Hein. Il fait une requête MDX qui est toujours bien sûr accessible dans l'interface, si jamais vous avez besoin de tester des choses sur le serveur. Et vous allez pouvoir après continuer à faire vos requêtes. Donc vous devez repasser par le Query Designer et dire bah, que vous allez peut-être vous intéresser qu'à une seule mesure, mais que vous allez détailler vos analyses par d'autres objets, par exemple un type de collision. Voilà. Donc là, j'ai les années qui sont affichées et une dimension type de collision. Alors il manque alors je ferai le point après, mais il manque un petit bouton très utile, c'est la fonction pivot qui n'est pas encore présente. Je pense qu'elle est en cours de développement. Là, si je veux mettre les années en colonne, pour l'instant, je dois inverser les deux objets. Et là, maintenant, j'ai les années en colonne. Alors, bien sûr, le moteur de graphe a été conservé. Vous voyez que là, je vais pouvoir basculer assez facilement du mode tabulaire au mode graphique. Et vous voyez, les graphiques, pareil, là, ceux qui connaissent Saiku 3, la barre à droite a été virée, en fait. Et on va pouvoir accéder aux graphiques directement depuis le bouton qui est ici. Voilà. Alors, si je rechange ma requête, si par exemple je me dis que je veux avoir, je sais pas, alors je vais enlever les types de collisions pour vous montrer les filtres. Alors quand je vais cliquer sur cet objet-là, vous voyez qu'à droite va s'afficher un panel, et c'est maintenant ce panel-là
qui va me permettre de faire des opérations de filtrage sur les données. Donc bien sûr, à la fois sur ligne et colonne, mais aussi ce que je vais mettre dans le menu filtre. Donc si je ne prends que quelques types de collisions, alors vous voyez, on retrouve l'interface de sélection des items, pour laquelle il manque encore la recherche par autocomplétion, par exemple. Je vais dire, voilà, je veux analyser les collisions uniquement avec 2 véhicules. Je vais emmener ces items ici, je vais sauvegarder, je vais refermer le panneau de filtre et je vais réexécuter la requête. Et là, maintenant, je n'ai plus que les options de filtre que j'ai sélectionnées. Bien sûr, si je place cet objet en filtre, alors je suis obligé d'avoir des lignes, hein, c'est comme Saiku 3, je vais avoir les données uniquement sur le filtre que je viens de sélectionner. On ne voit toujours pas les filtres sélectionnés dans l'interface, hein, comme dans Saiku 3. Sauf certains clients Atoll qui ont la possibilité d'avoir cette information-là dans le panel en haut à droite. Voilà, donc là, je vais avoir un tableau de données sur un type de collision. Je pourrais rajouter en colonne, moi, je sais pas, des conditions météo. Dans quelles conditions météo les accidents se produisent. Donc là, l'outil est en train de calculer ça. Il y a pas mal de données derrière. Voilà. Je pourrais également avoir une vision graphique, ça sera plus lisible, avec par exemple un diagramme en R. Et là, je vois l'évolution temporelle. Là, j'ai les années en bas du nombre d'accidents. Et là, on voit que finalement, les accidents de la route, ils se produisent dans des conditions de météo normale, en fait. C'est-à-dire par beau temps, tout simplement, hein, parce que les gens sont prudents quand il neige ou quand il y a du brouillard, et quand il fait beau, ils sont moins prudents. Voilà, donc on va pouvoir éventuellement exporter ces analyses. Alors, on peut à la fois les exporter. Alors, je ne sais pas si l'export image fonctionne. Là, ce que je vais exporter, ça sera plutôt les données, je pense. Donc, je vais vous montrer ceci. Voilà, en espérant que la fonction de Livestorm vous permet de voir l'écran. Et vous allez pouvoir aussi exporter les données en mode Excel comme vous le faisiez précédemment, c'est-à-dire une photo de ce que vous avez, ce qui vous est présenté à l'écran. Je suis en train de voir que la fonction Excel ne fonctionne pas. Il me semblait que c'était bon pourtant. Il a dû me le mettre ailleurs, le fichier. Tout comme la Saiku 3, vous allez pouvoir enregistrer les requêtes. Imaginons que cette requête, on souhaite la sauvegarder. Je vais pouvoir cliquer sur la disquette. Et là, c'est finalement l'arborescence interne de Saiku, c'est Jackrabbit hein, derrière, pour ceux qui connaissent. Je vais pouvoir sauvegarder ma requête, que je vais appeler webinar.saiku. Et si je fais un clear, bien sûr, je vais pouvoir rouvrir ma requête parce que les données ont changé et cette requête-là m'intéresse. Alors, un truc notable que j'ai pu vérifier, je vais quand même le revérifier, si je sauvegarde un graphique, ce n'était pas le cas dans la version 3, en théorie, quand je rouvre ma requête, j'arrive directement sur le graphe, ce qui peut être assez intéressant. Juste faire le test. Voilà, je rouvre une requête de type graphique. Hop. Voilà, ça n'était pas disponible dans Saiku 3. On arrivait automatiquement sur le tableau de données. Alors, Saiku 4 pardon, est responsive, c'était pas le cas de Saiku 3. Donc, vous voyez, je viens de passer en mode, on va dire, mobile. Et vous voyez que le graphique s'adapte, ce qui n'était pas le cas dans Saiku 3, à la taille de mon terminal, ce qui est quand même plus ergonomique. Mais bon, voilà, dans Saiku 3, il y avait des barres de scroll qui étaient un petit peu pénalisantes et qui gênaient pour embarquer Saiku dans une application plus tierce, en fait. Voilà. Que vous dire d'autre? Je pense qu'on a fait le tour des fonctionnalités. Alors, il manque des choses. Alors, je vais les synthétiser parce que le temps passe dans ce slide. Alors, en bilan, dans cette version bêta, hein, les développements sont encore en cours. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, il manque la fonction pivot qui va permettre facilement de changer ligne et colonne. Il manque le drill through. Alors là, je ne vous l'ai pas montré parce qu'il n'est pas activé. Quand vous êtes sur le croisement d'une cellule, on ne peut pas encore faire l'export de toutes les lignes qui ont permis d'obtenir la consolidation. Donc ça, c'est une fonction quand même essentielle dans un client lab qui pour l'instant manque. Il nous manque aussi la recherche avancée dans les filtres. Là, vous l'avez vu tout à l'heure rapidement. Quand on va filtrer un objet, je ne peux pas rechercher via une saisie libre des objets dont le nom commence ou se termine par quelque chose. Donc ça manque.
Un truc important, c'est que pour l'instant, Saiku 4 ne supporte pas Mondrian 3. Alors ça, c'est un petit peu problématique parce que nous, on juge que Mondrian 4 n'est pas assez, comment dire, finalisé. Et d'ailleurs, pour être tout à fait honnête, Hitachi continue d'assurer le support de Mondrian 3 uniquement, en fait. Donc là, il y a vraiment un problème de compatibilité. On a fait des tests avec Mondrian 4 qui ne sont pas du tout concluants. Donc ça, c'est aussi un point de blocage. Et ben, quand on l'utilise un petit peu, il est encore un petit peu instable, hein, Saiku 4, notamment au login. Et il y a encore pas mal de choses, pour être franc, en dur dans le code, que nous, on a dû modifier pour faire tourner notre serveur. Donc voilà, il y a encore un beau travail du côté de Meteorite BI pour finaliser ce Saiku 4, et aussi sur la partie dashboard et report, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc notre conclusion, voilà, on le voit arriver, Saiku 4, mais pour l'instant, pour nous, Atoll, il n'y a pas d'intérêt, je vais plutôt le dire tout de suite dans ce sens-là, et de possibilité, puisqu'il n'y a pas de plugin Pentao, mais vraiment, il n'y a pas d'intérêt actuellement de migrer de Saiku 3 vers Saiku 4. Peut-être à terme, ça sera intéressant. On va suivre le dossier en 2020, on va continuer à vous tenir informés. Peut-être qu'on refera même un webinar spécial Saiku 4 courant 2020 pour vous tenir informé de l'évolution de l'outil. Bon, c'est quand même très positif, hein. On avait pu vu beaucoup d'évols ces dernières années sur Saiku, donc nous, on est très content de voir l'outil évoluer, de s'enrichir de fonctionnalités, adopter des technologies plus récentes, hein, puisque React.js, on le met en place, nous, Atoll, sur nos projets DevOps, avec Vue.js ou des frameworks de ce type. Donc on est assez content de cette bascule technologique, mais voilà, cette bascule technologique doit aussi s'accompagner à minima des mêmes fonctions que Saiku 3 nous propose, et bien sûr d'évolutions potentielles. Alors, deuxième sujet, je vais maintenant vous parler de Pentao 9. Donc, Pentao 9 a été annoncé par Hitachi Vantara il y a quelques temps. Ceux qui ont peut-être ont participer à un webinar qui a été donné la semaine dernière par Hitachi Vantara sur ce que allait contenir Pentao 9. Donc, je vais vous en faire un petit résumé très simple euh, sur les évolutions principales. Donc, la livraison de Pentao 9.0 est prévue au premier trimestre. Pardon, je me suis trompé dans mon slide. Je le corrigerai dans l'export. C'est au premier trimestre 2020 avec trois grandes choses. Le Web-Based Data Flow Service, donc je vais vous l'expliquer ensuite, des possibilités avancées de déploiement dans des architectures modernes, et puis des évolutions diverses. Donc, l'évolution la plus intéressante, à mon sens, dans Pentao 9, c'est vraiment le Web-Based Data Flow Service. Alors, qu'est-ce que c'est que cette terminologie? Donc, dans un projet BI, ou plutôt data, bah, préparer les données, c'est souvent ça qui prend du temps. Il faut aller chercher les données depuis les sources, faut leur appliquer des corrections en termes de qualité de données, il va falloir indiquer des règles gestion de métier sur ce qu'on prend, ce qu'on va pas prendre. Voilà. Donc, on a coutume de dire que dans un projet data ou BI, ben, préparer les données, c'est 80% du temps qu'on va y passer. Alors, souvent, ça implique deux types de profils. Alors, le premier, c'est le data engineer. Le data engineer, en fait, c'est celui qui est le développeur ETL, hein, je fais un peu simple, ou qui va capturer les données. Le data engineer, c'est lui qui va créer les traitements d'extraction de données sur les sources. Et en même temps, on va travailler un data analyst. Alors parfois, ça peut être la même personne, hein. Ce sont des profils, hein, ces deux postes. Le data analyst, lui, bah, il va exploiter les données. Il va essayer de les rendre compréhensibles. Et en fonction de ce qu'il va comprendre des données, pour après les passer à des data scientists ou vraiment des business users, bah souvent les premiers jeux de requêtes que le data engineer lui fournisse, c'est pas les bonnes en fait. Il faut peut-être prendre plus de données, prendre moins de données, aller chercher de données sur une autre source, ou le faire de façon plus dynamique. Donc tout ça, euh, souvent c'est assez pénible. Parce qu'il y a un aller-retour, le data analyst va envoyer un mail au data engineer pour lui dire, bah voilà, il me manque ça, tu peux me le rajouter. Le data engineer, il n'a pas forcément le temps, il va y avoir un délai, peut-être une journée ou deux, ou une semaine, ou c'est trop complexe, ça va prendre plus longtemps. Donc voilà, il y a un cycle itératif qui fait perdre du temps sur de l'analyse de données. Donc ce que propose Hitachi de ce data flow service, c'est de redonner la liberté au data analyst
sur cette partie extraction. Donc, tout comme les solutions BI l'ont apporté ces dernières années sur la partie self-service, donc redonner la main à des utilisateurs métiers sur du self-service BI. Alors, je pense à des solutions comme ClickSense, Power BI, Tableau et plein d'autres. Bah là, il y a une notion un petit peu similaire, mais qui va plutôt être côté données. Il y a une notion de self-service data pipeline, c'est-à-dire un utilisateur va pouvoir, sans avoir des connaissances techniques avancées en ETL, donc notamment en PDI, en Pentao Data Intégration, changer un petit peu les mécanismes de récupération des données. Donc à la fois sur les sources et les clauses de filtrage de ces données. Donc le data flow va permettre ça. Avec le data flow, le data engineer, il va, en collaboration avec le data analyst, élaborer des templates avec des patterns que le data analyst va lui indiquer. Et finalement, ces templates, ils vont contenir les types de sources, les cibles et les filtres. Et ces templates pourront être sélectionnés et modifiés et lancés par les data analysts directement dans l'interface web, enfin dans la console Pentao. Donc, si je résume, le Web-Based Data Flow Service, c'est quoi? C'est un data engineer, donc un développeur ETL, qui va préparer des templates PDI avec des choses qui sont finalement configurables, variables, enfin variabilisées. Là, les sources, les filtres, parce que dans PDI, ceux qui connaissent, tout peut être facilement contextualisé. Et le data engineer, il va déployer ces templates sur le serveur Pentao. Et ensuite, les analystes vont pouvoir lancer alors les templates prédéfinis avec les confs par défaut, visualiser les différents templates qui sont mis à disposition, comme je vous le montre ici, et aussi modifier ces templates en monitorant les exécutions. Donc là, il y a vraiment une partie monitoring qui est importante, qui va permettre aux data analysts d'aller visualiser les paramètres qui ont été que le data analyst a mis dans les templates et éventuellement de les modifier. Ce qui va donner quand même une certaine liberté, alors bien sûr dans le cadre des templates, sur les différents traitements qui ont été publiés sur le serveur. Voilà. Ça, c'est une méthode qui va permettre de redonner un petit peu du pouvoir aux data analysts sur les jeux des données sur lesquels ils ont besoin de travailler, sans repasser par la case développement ETL. Et tout ça, derrière, ça va être PDI qui est suffisamment bien fait pour faire ce travail-là. Deuxième point de Pentao 9, c'est le déploiement dans des architectures modernes. Alors, qu'est-ce qu'une architecture moderne? On va le voir tout de suite. L'objectif, bien sûr, c'était d'intégrer de façon optimale Pentao avec les solutions Hitachi et aussi une meilleure adéquation avec les concepts DevOps, même DataOps, j'en reparlerai tout à l'heure. Donc, il y a trois grandes choses qui vont arriver avec Pentao 9, tout ce qui est conteneur, donc la capacité que va avoir Pentao 9 sur du déploiement Docker, KubeEdge ou Kubernetes, et même les éléments propres à Hitachi. Une notion plus de nœuds, de worker nodes. Donc là, ça va être, ça existait déjà plus ou moins à l'époque, mais encore mieux packagé, on va dire, la possibilité de gérer sur vos transformations de données, enfin vos traitements de données, de gérer du pic de charge et de répartir ça sur plusieurs nœuds serveurs en parallèle et avoir du monitoring là-dessus. Et puis aussi l'ajout du support des clusters multiples Hadoop. Donc voilà, Hitachi essaie toujours de se mettre au goût du jour sur toute cette couche DevOps et déploiement automatisé sur plusieurs instances via des images Docker et de la répartition de charges vers Kubernetes. Dernier point, des évolutions diverses. Pour ceux qui connaissent Snowflake, Hitachi avait développé un connecteur, mais qui était en mode insert, on va dire, ligne. Là, il va y avoir un bulk loader, un chargement en masse pour Snowflake. Alors Snowflake, c'est un des seuls entrepôts de données disponibles sur le cloud. Très bonne solution. La gestion aussi des sources de type mainframe. Alors, on n'en parle plus beaucoup de ces sources de données-là, mais elles sont encore très utilisées dans le monde bancaire, notamment dans les grandes entreprises. Donc, ceux qui connaissent, S400 ou MVS. Donc, ces types de données via le protocole dédié seront gérés et des améliorations sur l'execution layer de Spark. Voilà ce que contiendra Pentao 9 qui sera réalisé au début de l'année 2020.
premier trimestre. Bien sûr, je ne sais pas encore vous dire ce qu'il y aura dans la version libre et dans la version Enterprise. Habituellement, les fonctionnalités libres sont au niveau du cœur et tout ce qui est interface et compagnie, bah, c'est plutôt de l'Enterprise. Donc ça, on pourra refaire une entrée de blog sur notre blog Atoll pour vous préciser ces éléments. Alors, dernier point, je voudrais qu'on y consacre quand même, oui, la demi-heure, enfin, à minima les 20 minutes qui restent, c'est Kettle. Pardon, c'est Hop. Hop, orchestration plateforme. Donc, je ne vais vous parler peut-être plus de Hop que de Kettle, parce qu'un constat a été fait depuis le rachat de Pentao par Hitachi, et nous, on l'a bien constaté, intégrateur. Il y a eu des régressions qui ont été de plus en plus importantes et nombreuses, avec des fails en prod, notamment sur les versions 8.0 et 8.1 de PDI. Alors, je ne vais pas faire le pitch complet, mais des régressions très embêtantes parce qu'elles se situent vraiment au niveau du cœur de l'outil. Par exemple, si vous baladiez des big numbers dans des traitements, bah, si vous passez à la version 8.0 par exemple, toutes les étapes de lookup en database, table, bah, tout ça, ça plantait en fait. Alors que le traitement, il n'y avait rien de modifié. Donc ça, c'est le premier constat. Des régressions plus importantes et nombreuses dans les versions 8.0 et 8.1 de PDI. Deuxième constat, Matt Caster, le créateur de PDI, connu sous le nom de Kettle, a quitté Hitachi en début 2018 et lui aussi s'est rendu compte qu'il n'y avait pas non plus de collaboration communautaire possible sur le projet, on va dire facilité, sur la correction, mais surtout sur la roadmap. Qu'est-ce qu'allait devenir Pentao Data Intégration? Donc, de tout ça est né un objectif, et c'est l'objectif de Hop, c'est de rendre Kettle à la communauté des développeurs, mais aussi des utilisateurs, afin de relancer son développement. L'objectif, c'est de placer ce projet dans la fondation Apache, via un incubateur. Pour information, quand un projet, vous voulez le soumettre à Apache, ben, vous avez une phase d'incubation qui va valider le fait sous certains critères, bien sûr, notamment le fait que le fork ne soit pas hostile. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important, que ce projet puisse être viable dans la fondation Apache et qu'il devienne ensuite un projet qui s'appellerait Apache Hop, comme vous avez Apache Tomcat, enfin il y en a beaucoup, hein, des projets Apache. Voilà, c'est ça l'idée. Donc Kettle évolue vers Hop. Alors, quelle est l'évolution de Kettle en fait? Donc déjà, ce qui est constaté, c'est que les codes sources, il a beaucoup de complexité inutile. Donc ça, c'est vraiment Matt Caster qui le sait. C'est lui qui a créé l'outil, donc il est capable de nous dire quel est le niveau de complexité du code actuel. Et aussi l'architecture. Finalement, ça, c'est aussi lié à l'architecture initiale de Pentao d'intégration et de l'API qui est liée. Donc le but de Hop, c'est de se remettre au goût du jour et de simplifier ça. C'est aussi, bien sûr, de pousser Kettle à un niveau plus haut que ce qu'il n'est actuellement. Donc plus seulement un ETL, mais plutôt une plateforme de gestion de la donnée. Donc des traitements de données, de gestion des flux en batch et en temps réel, de l'API. Enfin voilà, vraiment quelque chose de beaucoup plus large. Une plateforme d'orchestration, comme c'est écrit au-dessus, hein, une plateforme d'orchestration de la donnée, voire plus. Et dans Hop, une abstraction va être faite, tout va devenir plugin. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc là, c'est vraiment une refonte assez complète de l'outil. Alors, il y a une roadmap qui est disponible. Il y a une cible en fait pour ce projet, qui est un gros projet. Donc je viens de vous le dire, hop, ça sera une plateforme basée sur des plugins. Donc tout va être écrit sous forme de plugins. Les plugins de sauvegarde des traitements. Vous savez qu'actuellement, alors ça c'est ce qu'on conseille à nos clients, il ne faut surtout plus utiliser le référentiel en base de données, le repositories DB. Il faut sauvegarder vos traitements au format KTR, KJB, donc Kettle Transformation, Kettle Job. Ça, ces traitements-là, pour l'instant, c'est du XML. Alors nous, depuis quelques mois, on a mis en place une démarche DataOps. J'aurai peut-être l'occasion d'en reparler. C'est assez difficile de faire des diffs, de valider des choses sur du XML parce que le XML, ça stocke finalement la position des briques dans l'interface de Spoon. Et dès qu'on va décaler une brique, tout se décale dans l'XML. Donc faut mettre en œuvre des mécaniques
pour arriver à faire du diff sur de la modification de traitement quand on fait de la review de traitement ETL. Donc, il va y avoir des plugins qui vont être écrits pour pouvoir sauvegarder les traitements, mais indépendamment du mode de stockage. Donc, du XML, comme c'est à l'heure actuelle, du JSON, mais peut-être aussi de la base de données repositories. Tout ça, ça va faire une abstraction sur la sauvegarde. On va aussi avoir une abstraction sur l'exécution, avec la possibilité d'invoquer plusieurs moteurs, donc Apache Beam, Airflow, et puis aussi, on va avoir des plugins pour la connexion aux bases de données, notamment. Donc ça, voilà, c'est quelque chose d'important. Hop va vraiment implémenter cette mécanique de plugin. On va avoir aussi de la suppression de choses qui sont obsolètes ou dépréciées. Alors le truc qui est vraiment intéressant, c'est Carafe, dont nous, on n'a jamais vraiment compris l'utilité. Carafe va dégager aussi des interfaces qui sont définies, alors ça c'est vraiment du technique, avec un langage qui s'appelle Mozilla Xul, qui est pareil, qui n'est plus du tout à l'ordre au goût du jour, donc ça va être supprimé. Il va y avoir aussi une homogénéisation du client. Là, peut-être certains d'entre vous le savent, on a Spoon, qui est le client lourd, qui s'installe sur les machines, donc via SWT, hein, c'est ce protocole-là qui fait l'interface. Mais il y a aussi WebSpoon, qui fait appel aussi à SWT. Mais voilà, maintenir les deux versions, il y a deux versions, c'est un petit peu compliqué. Donc l'idée, c'est d'avoir une interface globale avec un point d'entrée. Et là maintenant, vous avez le client lourd ou un client web, mais voilà, le code est commun. Quelque chose de très important, c'est pas facile toujours en formation d'expliquer les différences entre les variables, les paramètres. Voilà, la syntaxe est la même, il y en a un petit peu partout, ça marche très bien, mais voilà, il faut avoir l'habitude. Donc c'est toujours des choses que nous on nous remonte. Donc l'objectif c'est de rendre leur utilisation plus simple et intuitive. Donc ça sera pas un mal. On aura aussi, ça manque beaucoup dans PDI, une meilleure gestion de la contextualisation de l'environnement de travail. Alors ça veut dire deux choses. Ça veut dire la capacité qu'aura PDI à gérer plusieurs projets. Vous ouvrez votre Spoon, vous dites voilà, je veux bosser sur tel projet et toutes les variables de ce projet-là se chargent. Un peu comme les contextes talents, hein, pour faire simple. Et puis multi-environnement. Mon projet, ce projet-là, je veux le déployer en dev, en intégration test, par exemple, un truc automatique, en qualif et en prod chez le client. Donc tout ça, bah, il y a des manières de faire. Hein. Il y a le kettle properties, il y a des fichiers propriétés qui vous sont propres, qu'on va pouvoir automatiser. Donc ça, c'est des choses qu'on voit avec nos clients en fonction de leur environnement. Mais il n'y a rien d'automatique. Il faut se faire sa petite toolbox. Donc là, bah, le but de Hops, c'est d'arriver avec quelque chose de géré de façon un petit peu plus aisée, on va dire. Donc Matt Caster en avait parlé lors du dernier Pentao Day, pour ceux qui y étaient présents. Hop, c'est aussi faire en sorte que les bonnes pratiques DataOps fassent partie intégrante de Hop. Donc, bah, je rebondis un peu sur ce que je viens de dire, bien gérer les environnements, le cycle de vie de déploiement des traitements, supporter Git plus ou moins en natif, être capable de gérer de l'audit, des traitements, tout ce qui est lignage de données, donc la configuration, c'est lié également aux environnements. Et puis tout ce qui est test, en fait, avec éventuellement même des jeux de données de type Golden Data pour, quand vous faites une modification sur un traitement qui n'est pas fonctionnel, bah, que votre jeu de données d'entrée, ce que vous attendez en sortie, ça corresponde bien, en fait, par rapport à ce que vous souhaitez avoir. Donc voilà, il y a des jeux de tests unitaires, voire même des jeux de tests plus avancés sur de la data. Puis après, des trucs divers et variés, donc l'extension de Apache Virtual File System, qui est un protocole très puissant qui vous permet d'accéder dans quasiment toutes les briques de PDI à des fichiers, pas forcément sur un serveur, mais sur un FTP, sur un partage Samba ou que sais-je. Là, peut-être l'ajout des drivers sur tout ce qui est technologie cloud, donc Google ou Amazon. La documentation, gros travail de centralisation de la documentation, parce que pour être franc, bah, il y en a un peu partout maintenant. Chez Hitachi, il y en a encore sur les forums, enfin bon, c'est très des blogs même, donc essayer de recentraliser tout ça. Et surtout, la traduction. Si vous utilisez PDI en version française, ben, vous avez vu que certains écrans, il y a des encodages qui ne sont pas corrects. Donc ça, c'est des choses qu'on avait fait à Toll il y a longtemps. Moi, j'avais participé à la traduction française. Et ben voilà, on a laissé tomber pour plusieurs raisons. Voilà, là, il y aurait aussi un gros travail de contribution sur la traduction de la version française et aussi la documentation de Hop. Alors Hop, c'est déjà parti. Il y a des choses qui sont déjà faites.
Hop, il est forqué depuis Kettle 8.2. Ça, c'est une version qui est quand même assez stable, on va dire. Elle a corrigé les régressions de la 8.0 et de la 8.1, donc le fork est parti de cette version. Il y a eu du refactoring de code et de package qui a été fait. Il y a eu toute la mise à jour des dépendances. Et déjà, Caraf a été dégagé. Donc ça n'existe plus. Alors, il y a des travaux en cours, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le processus d'incubation sur chez Apache, la Apache Software Foundation. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Au niveau interface, il y a la suppression de XUL, dont j'ai parlé tout à l'heure, et le début de réécriture des interfaces de gestion des bases de données. Et puis, il y a une initialisation de la documentation. Donc voilà, le projet est démarré. Je vous donnerai les liens qui vous seront utiles juste après. Alors, quelques nouveaux termes, puisque là, il y a une vraie refonte, un vrai renommage. Voilà comment dans Hop, on va renommer les choses. Spoon, ça va devenir le Hop GUI, donc Graphic User Interface, donc vraiment l'interface de développement. Les traitements, enfin les lanceurs en ligne de commande Kitchen et Pan, ça va être fusionné, ça va s'appeler OpRun, alors bien sûr toujours Windows et Linux. Hein. Carté, pour ceux qui connaissent, qui est le web listener, qui est très pratique, qui permet de déclencher des transformations ou des jobs via un simple appel URL, ça va devenir Observer. Et après, au niveau des transformations et des jobs, je vous l'ai dit tout à l'heure, Hop va devenir une vraie plateforme autour de la donnée, d'orchestration. Donc on va avoir des termes un petit peu plus génériques, plus globaux que ne sont que ceux qu'on trouve dans un ETL. Donc quand on aura une transformation, on va plutôt parler d'un pipeline. Alors c'est assez évocateur, un pipeline, ça fait circuler quelque chose d'un endroit à un autre. Les étapes de cette transformation, ça va s'appeler des transforms ou des functions. Et les jobs, on va plutôt avoir une notion de flow, ce qui est toujours le cas dans l'ETL. Vous allez enchaîner des séquences les unes après les autres, ou de workflow. Hein. On va arriver sur ces notions-là. Et des jobs on try, ça va s'appeler des actions. Et pour ceux qui savent, les hops, c'est les liens entre les briques dans PDI. Donc les hops vont rester les hops dans hop. Alors, hop et atoll. Donc ça, c'est important parce que finalement, Pentao Data Intégration, donc PDI, enfin plutôt Kettle. Nous, Atoll, on le connaît depuis qu'il existe. Moi, je le connais depuis 2005. On utilisait la 2.5 de mémoire. Certains d'entre vous aussi le connaissent. Vous avez vu l'évolution de l'outil. Nous, c'est une super nouvelle pour la communauté Kettle. Je suis franc, hop, c'est une excellente nouvelle. Ça va nous permettre de contribuer de nouveau, de nous réimpliquer dans le projet, pour corriger des bugs, pour ajouter des plugins. Alors, nous avons fait, ils sont toujours valides, hein, on est en train de les migrer en Pentao 8, des plugins qui servent à faire de la cartographie. Les plugins spatiaux qui permettent d'extraire des données spatiales, de les reprojeter dans la bonne projection et de les intégrer dans des cibles spatiales. Par exemple, prendre des données shapefile, les intégrer dans un PostGIS ou aller chercher des données depuis un oracle spatial et les translater dans un PostGIS. Enfin voilà, on a ajouté pas mal de plugins à PDI et ça, c'est vraiment de la valeur ajoutée. Un des gros points qu'on voit, c'est la traduction. C'est avoir des termes précis en français qui veulent dire quelque chose, qui soient bien traduits. Et puis la documentation aussi dans nos niveaux, essayer de contribuer à cette documentation et pourquoi pas le faire avec nos clients. Et le dernier point, c'est suggérer des fonctionnalités parce que voilà, c'est souvent de l'opérationnel que remontent les fonctionnalités, des évolutions sur des étapes, des briques ou des nouvelles briques ou des ajouts de briques. Alors voilà, il y en a une qui me vient tout de suite là. On a plusieurs clients qui ont des problèmes pour faire du HTTP post, donc du file upload avec la brique HTTP post de PDI. Nous, voilà, ça sera un des premiers trucs qu'on va faire, c'est rajouter quelque chose qui va le permettre de faire en natif plutôt que de coder ça en Java dans PDI. Bon, soyons patients tout de même. Hein, vous voyez, ce que je viens de vous dire, c'est quand même quelque chose d'assez lourd. Donc, ça ne va pas se faire en 5 minutes. Il va falloir un petit peu patienter. Donc, pour patienter, on vous conseille, côté Atoll, d'utiliser PDI 8.2 ou 8.3. Ce sont des solutions qui fonctionnent, que nous déployons chez nos clients. On vous invite à continuer de les utiliser. Et comme on va le faire pour Saiku, nous, on va suivre et même participer au projet Hop. Et on saura vous dire, alors quand, je ne sais pas, parce qu'on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait, mais je saurai et mon équipe saura vous dire à partir de quand
on pourra mettre en place Hop dans des projets et peut-être même migrer des traitements que vous auriez effectués en PDI vers Hop. Alors bien sûr, une des questions que vous allez me poser, c'est est-ce qu'on va pouvoir simplement migrer nos KTR KJB vers Hop? J'imagine que ça va être prévu dans le projet Hop, hein. Je connais Madcaster, ça sera de toute façon quelque chose de fondamental. Les ressources que je vous inviterai à consulter, bon, pour l'instant, vous avez un projet qui a été initié sur Internet. Vous avez un Jira, un forum et des guides de contribution. Ce qui est intéressant, c'est le lien vers GitHub. Et on voit que le projet, ben, il est déjà activé, il y a des contributeurs et il y a le code source du projet avec un petit README qui va vous permettre de suivre l'évolution de ce projet. Vous pouvez même le builder. Bon, pour l'instant, tout ne fonctionne pas, mais voilà, c'est le lancement du projet. Je vous invite aussi à consulter le blog de Madcaster qui est assez intéressant, qui vous permet d'avoir des informations complémentaires. Alors, voilà, c'est très bien, là, on a passé 45 minutes. Je vais passer aux questions. Pour rappel, tous les webinars qu'on donne sont en replay. Donc, ce webinar, si vous n'avez pas pu y participer, alors vous êtes là, mais ceux qui ne sont pas là, vous pourrez le consulter sur notre plateforme YouTube Battle. Je vous invite, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas bien la plateforme, à découvrir Pentao via un webinaire qui s'appelle Tour d'horizon de la plateforme Pentao Community. Je vous invite aussi à ceux qui sont intéressés sur des fonctions d'open data et d'observatoire public, là on commence à avoir pas mal de références domaines, à consulter ce webinaire. J'ai parlé de géodécisionnel tout à l'heure, enfin l'intégration de données Carto avec PDI. Sachez qu'on peut faire toute la suite avec le serveur décisionnel. On en avait fait un webinaire l'année dernière sur ce sujet. Et enfin, un sujet plus large, ben, les solutions open source BI, quelles solutions pour quels besoins et surtout quelles limites de l'open source. Donc tout ça est disponible sur notre chaîne YouTube Atoll. C'est assez facile à trouver. Juste pour une petite page de pub, parce que c'est toujours utile. Voilà, le pôle data, nous sommes une équipe de 12 personnes. Nous avons mis en place une démarche DataOps, donc vraiment qualité. C'est l'image DevOps, mais appliquée à la data. Une garantie de qualité des développements. On est capable de vous accompagner sur beaucoup de choses. Donc de l'analyse fonctionnelle, du projet clé en main, hein, bien sûr, de A à Z, de la conception de data warehouse et de data lake, de la préparation et du traitement de vos données, avec tout un tas de technologies, donc PDI, Talend, du stockage avec Vertica, par exemple, PostgreSQL, des restitutions analytiques, donc Pentao, mais aussi des solutions propriétaires, ClickSense, par exemple, Power BI, et Shiny, qui est en frontal de R, des portails personnalisés, j'en ai parlé, intégrer des éléments de restitution dans une application éditeur, et puis aussi bien intégrer votre serveur, c'est une des forces de Pentao, dans votre système d'information. Très souvent, faire en sorte que le serveur Pentao soit connecté à l'annuaire LDAP, implémente le SSO. Pour l'instant, on sait gérer CAS, Lemon LDAP, Kerberos, on travaille sur SAML, et tout ce qui est expertise, assistance, formation. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez juste un besoin d'assistance d'une journée ou deux. Nous avons un mode de ticketing qui est très pratique, qui dépanne beaucoup de nos clients. Voilà, donc tout ça, vous pourrez éventuellement nous le soumettre après cette présentation sur cette adresse contact@atollcd.com. Donc je vous propose de passer aux questions-réponses. Alors y a-t-il des améliorations sur les briques Salesforce? J'en ai aucune idée. Je pense que là vous êtes dans la version Enterprise, j'imagine. Je pourrais creuser et vous faire un retour. Là il faut que je regarde. On n'a pas de projet Salesforce, donc du coup je reviendrai vers vous pour vous répondre. Dans la roadmap, est-il prévu une simplification des structures itératives? Alors oui, ça c'est une très bonne question. Dans PDI, c'est pas toujours simple de faire des boucles. Alors ça l'a quand même été. Ça vaudrait le coup qu'on rééchange. Il y a deux possibilités de faire des boucles dans PDI. Il y a le transformation exécuteur et le job exécuteur qui simplifie nettement la façon dont on faisait les boucles à l'époque, on va dire. Mais oui, je pense que ça, c'est des choses qui arriveront dans Hop. Parce que c'est vrai que nativement, PDI n'implémentait pas de façon simple cette capacité à faire des itérations. Alors, avec Hop,
Alors, c'est bien, ça arrive. Du coup, avec Hop, il faudrait monter un autre serveur pour exécuter les jobs, alors qu'aujourd'hui, c'était intégré à Pentao. Oui, c'est pas faux, mais je- il faudra peut-être assurer une transition, en fait. Là, je pense que on parle d'exécution de transformation dans le serveur Pentao pour fournir des données à des tableaux de bord, en fait. Voilà. Donc il faudra peut-être garder en tête cette caractéristique un petit peu fonctionnelle, faire en sorte finalement qu'un tableau de bord ou un report puisse attaquer une source de données hop en fait. Voilà, c'est ça qu'il faudra, la chose à laquelle il faudra réfléchir. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs points de réflexion sur lesquels on devra travailler nous pour qualifier hop pour des migrations chez certains clients, certains contextes clients. Certains clients n'utilisent que PDI en version ETL et pas le serveur. Alors, est-ce que dans Pentao 9, le Web-Based Dataflow Service pourrait remplacer le développement de dashboard? Non, ça, je pense que c'est plutôt un outil de gestion de données, hein. Là, les dashboards sont vraiment utilisés à des fins de paramétrage facilité en termes d'extraction. Euh, le Dataflow, il ne sert pas à faire des dashboards de restitution, hein. C'est vraiment un outil plus de monitoring et de paramétrage. Alors, Hop sera-t-il toujours visible, accessible via des outils de monitoring, de planification de tâches, comme alors Quarkdesk qu'on conseille à certains clients? Bah oui, bien sûr, parce que Hop, ça va rester des traitements qu'on va lancer via des commandes shell ou des points bat en Windows, donc ça restera un exécutable, bien évidemment. Donc là, ça ne changera rien. Ça ne changera absolument rien, bien évidemment. Ça sera fonctionnel sous Quarkdesk ou d'autres outils de planification. Alors, la version PD client V9 est la dernière avant Hop. Ah, c'est une bonne question. Peut-être qu'Hitachi va continuer à. Ça va dépendre des liens entre Hop et Hitachi, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le Apache ne tolère pas des forks hostiles. Donc, l'intérêt de tout le monde, c'est que tout le monde s'entende, hein, pour être franc. Donc, je ne peux pas encore répondre à cette question. Peut-être qu'il y aura une phase de transition entre les deux. Quel usage possible de la sécurité des accès défini dans Pentao avec Saiku4 si le plugin d'intégration dans Pentao n'est pas développé? Eh ben, tout doit être géré dans le Saiku 4 standalone en fait. C'est-à-dire que Saiku 4 standalone sait gérer la sécurité. C'est pas un souci. Mais elle est complètement déconnectée de Pentao en fait, du Pentao serveur. Donc là, le plugin il va nous manquer en fait, hein, pour être franc. Si vous voulez utiliser Saiku 4 pour faire de l'OLAP pur et dur, pas de souci, vous l'utilisez en standalone. Par contre, si vous voulez bénéficier de Saiku 4 dans Pentao, il va falloir réclamer, alors si vous voulez, je vous donnerai le lien, réclamer à Meteorite BI le fait qu'un plugin Pentao Saiku 4 soit disponible. Alors ils ont des idées hein, technologiques pour le mettre en place, hein. Euh, Comment a réagi Itachi à la création de Hop? Alors là, faudrait. Moi, malheureusement, j'ai pas pu aller à Anvers le week-end dernier puisqu'il y avait un meet-up de la communauté. Il y avait des gens d'Itachi, donc j'imagine qu'il y a eu des discussions entre les techniciens d'Itachi et la communauté Kettle. Le but, je vous l'ai dit, hein, c'est l'effort hostile, ça ne paye jamais. Le but, c'est que tout le monde s'y retrouve, hein. Donc, laissons Itachi et le Madcaster et les développeurs de Hop et la communauté Kettle avancer sur ce sujet. Alors, quelqu'un me pose une question sur les tableaux de bord, sur les tableaux de bord BERT. Alors, une question un peu complexe. Est-ce que BERT et Pentao ont le même principe de fonctionnement? Alors, je fais deux éléments d'analyse. Tout d'abord, BERT est un projet qui ne vit plus, donc je vous conseillerais déjà de passer sous une autre technologie, soit Jaspersoft, soit Pentao. Pentao et Jaspersoft ont un peu la même mode d'approche en termes de reporting. Ce sont des banded reports, donc des rapports qui sont créés sur des templates basés sur des bandes, alors que BERT a une technologie de grille, en fait, grille web. Donc c'est pas tout à fait le même fonctionnement, hein, même pas du tout en fait. Mais BERT, c'est plus très vivant, donc voilà, je peux pas dire plus, mais nous, on a conseillé à nos clients de basculer sous Pentao ou Jaspersoft. Donc je vous invite à revisionner notre webinaire sur les solutions open source. Quelles sont les solutions open source, dans quel contexte? Voilà, bah, je pense qu'il n'y a plus de questions, s'il y en a encore quelques-unes. Alors oui, bonne question sur Community Data Editor, donc tout ce qui est dashboard, les C-Tools. Alors il y avait du nouveau dans la 8.3, je crois 8.2, on en avait parlé, la visualisation API, la capacité qu'avaient les dashboards CDE à injecter d'autres librairies plutôt que des 3JS natifs.
Alors malheureusement, on n'a pas eu le temps encore de faire un proof of concept assez avancé. A priori, c'est bien implémenté, donc je pense que ça, ce serait un vrai atout pour les dashboards CDE, la capacité que le framework aurait d'abstraire des librairies graphiques qui sont autres que celles de D3JS en fait. Je pense à iCharts notamment ou d'autres librairies. Euh, Là, les autres choses, j'ai pas d'infos plus que ça, hein. Là, on est plutôt sur Pentao 9.0 sur la couche basse, hein, acquisition de données, hein, vous l'avez vu tout à l'heure, et puis déploiement. Mais voilà, hein, à surveiller. A priori, ça semble bon. Donc, Caroline et moi-même on vous remercie d'avoir participé à ce webinar, donc qui sera redisponible sur Internet. Si tu veux ajouter un mot, Caroline. En début de semaine prochaine, on mettra le replay à disposition. Donc voilà, d'ici là, n'hésitez pas à nous poser vos questions, à nous adresser vos questions. Voilà, merci à tous. On vous souhaite une belle fin d'année et on vous donne rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles aventures avec ces outils. Merci beaucoup.